Guten Abend, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Arte pour cette émission spéciale élection européenne 2024. Bonsoir Nazan. Bonsoir Marie, bonsoir tout le monde. Et je vous salue tout aussi chaleureusement. Le choix des Européens, plus de 350 millions de citoyens de toute l'Union européenne sont conviés aux urnes pour élire le prochain Parlement européen, soit 720 députés dans 27 États membres au total. Une élection capitale à plus d'un titre, elle se tient alors que l'Europe est impliquée dans la guerre en Ukraine, alors que les États membres ont été frappés par une inflation galopante, alors que l'extrême droite, partout ou presque, engrange des succès électoraux. Bref, les enjeux sont énormes. Absolument, Marie. Est-ce que le Parlement européen va vraiment nettement basculer à droite? Et quelles formations politiques auront la lourde responsabilité de nous guider à travers ces années cruciales? Arte va vous livrer toutes les projections et les clés de compréhension en direct. Nous retrouverons nos correspondants au siège des sociodémocrates du SPD à Berlin, du Rassemblement national à Paris, d'un centre de presse à La Haye et des conservateurs à Madrid, ainsi que le Parlement européen à Bruxelles. C'est donc un véritable tour de l'Europe. Et pour nous épauler dans cette belle diversité linguistique, une équipe de 18 interprètes est avec nous en studio ce soir. Vous retrouverez par ailleurs tous les résultats et les dernières projections dans le bandeau qui s'affiche au bas de votre écran au fur et à mesure de la soirée. Nous recevons les chiffres directement du Parlement européen. Oui, et à tout ce beau monde qui nous attend donc aux quatre coins de l'Union européenne, nous ajoutons 4, non 5 atouts qui sont présents sur ce plateau. Nicolas Fonand-Darsa, bonsoir, vous êtes chercheur à l'Institut de sciences politiques allemand. Catherine Klöver-Aschbruck, bonsoir, politologue germano-américaine à la Fondation Bertelsmann. Piotr Bourras, bonsoir, vous dirigez le bureau de Varsovie du European Council of Foreign Relations. Et Christelle Kraplé, bonsoir, vous êtes à l'Institut de sondage BVA Opinion. Merci à tous les 4 d'être avec nous. Et puis sur ce plateau, je vous présente également François Hublet, notre analyste data de la soirée. Vous êtes également rédacteur en chef du bulletin des élections de l'Union européenne. Bonsoir François, c'est vous qui allez analyser les chiffres, qui êtes l'homme des chiffres ce soir. Et vous allez avoir un petit peu de travail, à mon avis. Allez, c'est parti, Nazan, on commence avec les résultats de l'élection en Allemagne. Merci Marie. Tout à fait, merci Marie. En Allemagne, les bureaux de vote ont fermé à 18h et peu après 18h, voici les images du siège de la CDU-CSU. Une scène de liesse, du soulagement. La CDU-CSU est clairement vainqueur de ce scrutin. Voici les premières projections. Voici les résultats provisoires. Les chrétiens démocrates, CDU, CSU, 29,5, l'AfD extrême droite, 16,5, les sociodémocrates du SPD, 14% en troisième place, les Verts perdent beaucoup à 12%, l'Alliance Sarah Wagenknecht extrême gauche à 5,5%, c'est la première fois pour eux au Parlement européen, les libéraux du FDP, 5%, Die Linke, gauche radicale, 2,8% et les électeurs libres nationalistes à 2,6%. Et la participation électorale est de 64% environ. Marie. Eh bien François, c'est à vous tout de suite. Ah, un instant, j'ai oublié, nous avons déjà une première réaction, c'est ce qu'on me dit la chef de file du PPE, Ursula von der Leyen, qui s'est exprimée sur ces résultats. Nous allons écouter. Elle était lors de la soirée électorale à Berlin. Je vous félicite de tout cœur pour ce résultat formidable. Ensemble, avec la CDU et la CSU, vous avez remporté des élections européennes en Allemagne. C'est fantastique. Nous sommes très heureux du résultat obtenu. Alors François, on l'a dit, les chiffres, c'est vous. Que peut-on dire de ce vote allemand ce soir ?
D'une part, c'est évidemment une défaite assez évidente pour la coalition menée par le chancelier Scholz au niveau fédéral. Les trois partis sont en deçà de la barre du tiers des électeurs. C'est vraiment une énorme défaite et c'est pour ça que Ursula von der Leyen effectivement était certainement satisfaite que son parti, le principal parti d'opposition en Allemagne, la CDU-CSU, l'emporte et l'emporte assez largement. Mais le fait peut-être aussi important ce soir, c'est évidemment cette deuxième place de l'AfD qu'on avait un peu anticipé, mais qui quand même a surpris ce soir beaucoup d'observateurs par son ampleur. Et puis les Verts qui passent de 21 à 12 sièges probablement, selon les informations dont on dispose, c'est-à-dire quasiment qui divisent par deux en fait leur poids dans le prochain Parlement européen. Ça va évidemment avoir une importance au niveau européen également. Et c'est une sanction très très nette pour les partis de la coalition au pouvoir. Oui, tout à fait. C'est une sanction très nette. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque que les différents partis de la coalition ont résisté d'une manière assez différente. Le SPD, finalement, ne fait pas un si mauvais score que ça. On l'attendait dans ses eaux autour de 14-15%. C'est effectivement ce qui semble se passer. Pour les Verts, c'est beaucoup plus dur. C'est vraiment moins que ce qu'on attendait. Et puis, du côté du FDP, qui avait fait un score assez faible en fait, en 2019, il n'y a pas de baisse très forte du nombre de sièges. Mais par contre, c'est vrai que c'est aussi une contre-performance par rapport à ce qu'on avait vu notamment dans les dernières années. Et puis au moment de la dernière élection fédérale. Évidemment. Alors je propose qu'on aille tout de suite à Berlin. On va aller au siège du SPD, les sociodémocrates, donc le parti du chancelier Olaf Scholz, dans la maison Willy Brandt. On retrouve notre correspondant Kolja Kantsiora. Bonsoir Kolja. Quelle est l'ampleur de la déception chez les sociodémocrates ce soir ? Kolja, vous m'entendez ? Oui, quand on écoute la déclaration de la tête du parti, Madame Esken, Monsieur Klingbeil, oui, je vous confirme que vous m'entendez, je ne suis pas sûr que vous m'entendiez. Je répète le déroulement de la soirée ici. À 18h, les premiers chiffres nous sont parvenus et on ne pouvait pas entendre une mouche voler dans la salle. Alors c'était un petit peu une ambiance pas terrible. Et puis peu de temps après, 30 minutes plus tard, la tête du parti a fait une déclaration à la presse et c'est surtout amer, le terme qui revient. Une perte amère, une soirée amère. Les sociodémocrates savent donc que ce résultat est une catastrophe pour eux. L'avenir de Olaf Scholz est-il en jeu, pensez-vous, ce soir ? Oui, c'est une bonne question. Quelle est la responsabilité de certaines personnes? Le chancelier, par exemple, qui serait responsable pour ce recul électoral? Eh bien, on peut regarder les panneaux électoraux. Ici en Allemagne, il y avait le visage de la tête de liste, Katharina Barley, avec le chancelier. Et le SPD, un petit peu mis la lumière sur le chancelier de la paix, Olaf Scholz. On voyait le terme paix sur les pancartes électorales. Alors, on misait sur le fait que la politique d'apaisement de la Scholz dans la politique ukrainienne pouvait apporter quelques points aux sociodémocrates. Et donc, c'est une perte aussi pour le chancelier et la coalition Feu tricolore dans son ensemble, car ce sont ces trois partis qui engrangent un résultat très mauvais. Donc, les résultats ne peuvent contenter personne. On ne remet pas en question le chancelier, c'est ce qu'on dit en tout cas ce soir. Autre chose qu'il convient de souligner, merci, Kolja. Quand on parle avec des soutiens du SPD, l'espoir c'était que l'AfD reste faible. Merci beaucoup, Kolja. Je rappelle que vous étiez au siège du SPD à Berlin. Merci. Oui, et comment faut-il interpréter les résultats allemands? Nous allons en discuter avec nos invités, Nikolai von Andersa. Le résultat est très clair, c'est la CDU-CSU qui est arrivée en tête. En deuxième place, si les projections se confirment, nous retrouvons l'AfD qui a certes perdu par rapport au sondage d'il y a quelques mois, mais elle atteint tout de même la deuxième place avec un score relativement élevé.
On peut voir la comparaison d'il y a 5 ans, une augmentation de 5,5%. Donc, qui est le véritable gagnant pour vous? L'AfD, en tout état de cause, fait partie quand même des gagnants. Et malgré tous les scandales de ces dernières semaines, l'AfD a su mobiliser son électorat de base et à le développer. Et les premières enquêtes montrent que l'AfD a été plébiscité par les jeunes. Donc le parti a pu mobiliser, comment dire, sa clientèle, entre guillemets. Pour la première fois dans une enquête allemande, elle figure à la deuxième place. Donc les scandales des dernières semaines n'ont pas impacté le scrutin. Ça n'est pas que ça n'ait pas ébranlé l'AfD, puisqu'au début de l'année, on parlait de 20%, 22%, rappelez-vous. Et puis il y a eu cette histoire, ce scandale avec la rémigration. Et puis ils se sont stabilisés à 17, 18% dans les enquêtes. Et on peut dire que ces 17-18%, ils les ont eus. Et malgré tous les scandales, les gens continuent à voter pour l'AfD. Madame Kluwer-Ashbrook, nous venons de l'entendre de notre correspondant. Les partis au gouvernement ont été sanctionnés, pas seulement le parti du chancelier, le SPD, mais aussi les Verts et les libéraux du FDP. Est-ce que ça traduit l'insatisfaction de nombreux Allemands vis-à-vis de leur travail? Oui, alors évidemment, c'était une élection de préparation aux 3 grandes élections qui sont un vrai indicateur de ce qui va se passer, par exemple, lors des prochaines élections au Bundestag. Et pour compléter, le danger qui ressort de ces résultats, c'est que malgré les grandes manifestations autour de la démocratie, de la possibilité de conserver un système démocratique, quand on voit les électeurs de l'AfD qui ont pu être récupérés par la CDU-CSU. Pourtant, ça n'a pas été le cas. Ils sont restés auprès de l'AfD. Ce sont de vrais électeurs du noyau dur, alors que le dialogue à Berlin est au-delà. On voit que finalement, les Verts ont pu être transformés comme vraiment un bouc émissaire dans la rhétorique. On ne nous parle pas du programme, mais bien clairement, les Verts sont devenus le bouc émissaire. C'est par exemple une stratégie qu'on a eue chez la CSU. Ça peut être très dangereux. Et je dirais que le SPD est a plutôt un bon résultat. Et j'entends que nous retrouvons Daniel Caspary depuis le Parlement européen. Il est eurodéputé pour la CDU depuis 2004. Et d'ailleurs, au Parlement européen, beaucoup de députés et de journalistes sont réunis ce soir pour y suivre les résultats et les projections les plus actuelles. Voilà, nous allons donc parler avec Monsieur Caspary, probablement aux anges. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur Caspary, est-ce que le bon résultat de la CDU-CSU est dû à son propre travail ou à la faiblesse des autres partis? Je crois que les deux éléments jouent un rôle. La CDU-CSU est la première force politique en Allemagne suite à ces élections. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, elle est de notre parti et nous attendons que ce résultat soit accepté par la coalition et que Ursula von der Leyen reste présidente de la Commission. Au niveau européen, les sociodémocrates, les Verts, ont beaucoup perdu et c'est un véritable revers pour eux. En Allemagne, les gens n'ont plus confiance dans la politique du chancelier ni de sa coalition. C'est, je pense, dû à une certaine frustration. On a vu à quel point cette frustration était forte vis-à-vis du gouvernement et ce auprès des électeurs. Et cela a également suscité un très bon résultat de l'AfD. Il faut maintenant stabiliser l'Europe pour pouvoir relever les défis. Et fondamentalement, on peut voir que l'extrême droite en Europe va gagner des voix. Votre chef de file, Ursula von der Leyen, s'est d'ailleurs montrée prête à une coopération avec les conservateurs réformateurs européens, le CRE. Est-ce que ça veut dire que le cordon sanitaire que vous revendiquez est fissuré? Non. Tout d'abord,
Pas de coopération avec les amis de Poutine à l'AfD, pas de coopération avec ces gens-là. Chez les conservateurs, Ursula von der Leyen l'a toujours dit, nous sommes prêts à travailler avec tous ceux qui veulent une Europe forte, avec tous ceux qui défendent l'état de droit dans leur pays, et troisièmement, avec tous ceux qui soutiennent l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie. Et c'est sur cette base que nous allons construire une majorité pour une union du centre et une majorité pour Ursula von der Leyen. Je souhaite qu'à l'inverse d'il y a 5 ans, les libéraux, la gauche, acceptent ce résultat. À l'époque, c'était les libéraux et les sociaux-démocrates qui n'ont pas soutenu Manfred Weber, qui n'ont pas accepté que nous ayons gagné cette élection au niveau allemand, au niveau européen. Et j'espère que cette victoire du PPE soit acceptée au Parlement. L'espoir de Daniel Caspary et son appel. Merci beaucoup pour votre réaction tout de suite après les résultats. Très bonne soirée à Bruxelles et nous allons continuer avec Marie. On risque de confondre souvent Bruxelles et Berlin ce soir, mais c'est pas grave. Nikolai von Darsa, la CDU a droitisé son programme très nettement dans les dernières semaines, les derniers mois. La stratégie était, on l'imagine, de récupérer des voix à l'AfD. Quand on voit le résultat, c'est pas forcément évident, ça n'a pas forcément fonctionné. Je pense qu'il y a sûrement une frustration qui s'est exprimée vis-à-vis de cette coalition et ceux qui n'étaient pas contents parmi les électeurs sont allés migrer vers la CDU, vers les conservateurs. Alors oui, nombre de citoyens ont été séduits par les élections, mais c'est un petit peu comme une campagne qui a été pratiquée avant les prochaines élections en Allemagne, d'où le bon résultat de la CDU-CSU, le Parti conservateur. Et la tête de chef de file, Ursula von der Leyen, n'était pas très présente dans la campagne. Elle a fait un ou deux discours, mais ce n'est pas elle qui a été la cheville ouvrière de la campagne des partis de CDU, de CDSU. D'où la question intéressante qui vient de reposer. Est-ce que c'est le mandat de Ursula von der Leyen avec lequel elle peut aller voir le Parlement, la Commission européenne et le Conseil, pardon ? Christelle Craplet, est-ce que les résultats de l'Allemagne ce soir reflètent les enjeux, les préoccupations des électeurs allemands qui ont pu s'exprimer tout au long de la campagne ? Oui, effectivement, les résultats reflètent assez bien leurs préoccupations. On les avait mesurées dans une enquête récente pour Arte. En premier, la guerre. En deuxième, la santé. Et en troisième, l'immigration, à un niveau bien plus élevé qu'en moyenne. Donc, ce qui peut expliquer sans doute aussi le score de l'AfD. Autre élément, on avait chez les Allemands un fort sentiment que la situation économique s'était détériorée, ce qui peut aussi expliquer pourquoi les partis de la coalition ne rencontrent pas un score très élevé. Et enfin, l'environnement n'était pas au cœur de leurs préoccupations, ce qui là aussi peut faire écho au faible score obtenu par les Verts. Monsieur Boras, nous venons de l'entendre. Le résultat est un camouflet pour les sociodémocrates du SPD. On ne peut pas le dire autrement. Qu'est-ce que cela signifie pour le chancelier, surtout à l'échelon européen ? Olaf Scholz n'est pas l'un des plus grands chanceliers de l'histoire allemande et ce n'est pas un leader européen qui a une très grande visibilité non plus. Donc pour l'Europe, ça pose problème, ça interpelle, d'autant qu'on peut penser que le président Macron va sortir lui aussi affaibli de cette consultation électorale. Ce revers pour Olaf Scholz, ça constitue un problème pour l'Europe parce que la coalition à 3 partis, feu tricolore, elle s'en sort très mal. Le SPD, les sociodémocrates engrangent un mauvais résultat. On espérait que les socialistes dépasseraient l'extrême droite de l'AfD et feraient aussi bien qu'en 2019. C'est raté. Et cette stratégie du chancelier Scholz de se présenter comme l'homme de la paix, ça n'a pas marché du tout. C'est intéressant d'ailleurs, parce que ça semble indiquer que Olaf Scholz n'est plus audible aujourd'hui. Il n'arrive pas à générer de nouvelles idées susceptibles de mobiliser son électorat, et même au-delà de son électorat. Et ça, pour la coalition au pouvoir en Allemagne, c'est un mauvais signe. Et bon, on va voir comment
évidemment, ça va retentir sur la politique européenne de l'Allemagne. Et pour les relations franco-allemandes, on reviendra sur le sujet plus tard. Nous regardons aussi les résultats français, mais nous voulons continuer avec un autre pays tout d'abord, les Pays-Bas, un petit État membre, mais un État membre très important parce qu'ils sont en quelque sorte révélateurs des grandes tendances européennes. Geert Wilders avait remporté une victoire fracassante avec son parti national populiste, le PVV, lors des législatives en novembre. Cela avait fait couler beaucoup d'encre. Mais va-t-il réussir à réitérer cette performance lors des élections européennes? Les Néerlandais ont en effet voté les premiers dans l'Union européenne dès jeudi, mais les résultats définitifs sont encore sous embargo. Ce que nous avons donc sont de premières projections et elles sont très intéressantes. François, nous allons regarder les chiffres. Et merci Nazan. Alors en première place aux Pays-Bas, on annonce l'alliance du centre-gauche et des écologistes, GLPVD avec 21,6%. En deuxième position, le parti d'extrême droite de Geert Wilders avec 17,7%, le PVV. Et puis en troisième position, c'est le parti de l'ancien Premier ministre Mark Rutte, le VVD, un parti libéral avec 11,6%. Alors, ce qu'on peut, à mon avis, observer ici, c'est un peu, d'une certaine manière, une répétition de ce qu'on a vu en Allemagne avec une extrême droite qui monte. Le PVV, il n'avait qu'un siège encore au Parlement européen dans la dernière législature. Désormais, ils en auront probablement de l'ordre de 7. Donc c'est évidemment une augmentation importante, mais c'est aussi une augmentation peut-être un peu moins importante que ce qu'on avait attendu dans les sondages. Et puis surtout, le PVV, il est actuellement pris dans une phase de formation gouvernementale assez compliquée avec d'autres partis de centre-droit. Et puis ça a l'air d'être un peu moins bien donc que les résultats qu'on avait vus notamment aux élections nationales aux Pays-Bas l'an passé. Donc peut-être un léger affaiblissement de la dynamique actuelle de la droite et de l'extrême droite néerlandaise. On part pour La Haye à présent, où on va retrouver notre correspondante sur place, Méline Freda. Méline, on l'a vu, ce ne sont pas encore les résultats définitifs qui vont arriver un peu plus tard dans la soirée. Donc j'imagine que ce soir, c'est encore très tendu. C'est un sacré suspense, j'imagine. Goedenavond Marie, oui effectivement le suspense reste entier. Je suis au centre de presse de La Haye où des médias néerlandais couvrent cette soirée électorale et je peux vous dire une chose, ici tout le monde n'attend qu'une seule chose, c'est 23h, les résultats définitifs pour départager ce coude à coude. Alors vous venez de le dire, hein, l'alliance vert travailliste est en tête, talonnée par l'extrême droite et ça c'est la grosse surprise parce que le parti de Geert Wilders avait été donné vainqueur et cela jusqu'au jour précédant le scrutin. Et si cette pole position de l'Alliance rouge-vert se confirme avec les résultats définitifs, eh bien, elle aura comme un parfum de revanche pour cette alliance qui a été battue aux législatives, vous l'avez dit. Mais toutefois, rien n'est encore acquis parce qu'il y a une marge d'erreur de un siège de plus ou de moins, et donc tout reste encore ouvert. Mais quoi qu'il arrive, on peut déjà dire que le grand gagnant, c'est l'extrême droite ce soir, parce qu'en fait, le PVV va passer de 1 à 7 députés. En clair, près d'un quart des sièges néerlandais au Parlement de Strasbourg seraient aux mains de l'extrême droite. Et ce serait même une double victoire, car Wilders avait déjà triomphé lors des législatives en novembre. Le populiste anti-islam avait alors surfé sur le rejet de l'immigration et sur la crise aiguë du logement. Et ce sont toujours les mêmes thèmes qui ont dominé cette campagne européenne? Alors, d'abord, la campagne, on peut le dire qu'elle a été reléguée au second plan par les législatives, ça vous l'avez dit aussi. Les Néerlandais ont voté en novembre, mais les négociations pour former une coalition ont pris 6 mois. Elles ont duré jusqu'à fin mai et elles ne sont toujours pas terminées. Alors, dans cette campagne, on a beaucoup parlé de climat et d'immigration. Et sur ce dernier thème, tous les partis ont dû se positionner par rapport à Geert Wilders, qui, lui, dénonce un tsunami qui déferle sur l'Europe et sur les Pays-Bas. Et même si ça semble irréaliste, Wilders a promis à ses électeurs de négocier un opt-out pour son pays, c'est-à-dire une dérogation par rapport aux règles européennes en matière d'immigration. Sinon, on a aussi beaucoup parlé de thèmes nationaux et notamment de thèmes sociaux comme la santé, le pouvoir d'achat et notamment le coût exorbitant des loyers, car ici, il y a une grosse pénurie de logements. Alors, Geert Wilders, lui, personnage très clivant, il a dû mettre en veilleuse
ses idées les plus extrémistes pour paraître comme un personnage politique plus fréquentable et responsable. Ainsi, il n'est plus question du tout d'un référendum pour sortir les Pays-Bas de l'Union européenne, mais pour autant, son programme est resté nettement eurosceptique. C'est moins d'Europe, plus de pouvoir aux nations. C'est moins d'argent pour l'Europe, plus pour les Néerlandais. C'est stop avec les diktats de Bruxelles, notamment stop avec l'hystérie autour du climat. En fait, en clair, Geert Wilders dit désormais vouloir peser sur les décisions prises au niveau des institutions pour changer l'Europe de l'intérieur. Merci beaucoup Méline pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct de La Haye. Bonne soirée. Monsieur Borras, une question pour vous. Cette avancée du parti d'extrême droite de Geert Wilders n'est pas aussi écrasante qu'annoncée. Est-ce que vous avez été surpris par ce résultat et le résultat positif de l'Alliance gauche travailliste? Un peu surpris quand même, parce qu'on craignait que Geert Wilders poursuive sa marche triomphale, entamée dès l'année passée et bien avant d'ailleurs. Et grosso modo, je pense que le résultat n'est pas mal. En fait, c'est plutôt une bonne nouvelle, cette nouvelle qui vient de tomber suite à cette campagne pour les européennes. On peut se féliciter de l'issue du scrutin aux Pays-Bas. Pourquoi? Parce que ça aurait pu être bien pire. Et si on considère ça avec le résultat de l'AfD, donc de l'extrême droite allemande, on peut dire qu'il y a comme un certain signe d'usure, ce basculement à droite dont il a été tant question pendant cette campagne électorale, il n'est pas tout à fait advenu. Il reste imparfait, il n'est pas allé aussi loin que ce qu'on pouvait craindre. En d'autres termes, évidemment, si on compare les résultats ou les scores de l'extrême droite à ceux de 2019, le bilan est catastrophique, tant pour les Pays-Bas que pour l'Allemagne. 14,2%, c'est bien sûr une sacrée entrée en matière. Oui, très très forte progression, mais quand on compare ça au score dont étaient crédités les partis d'extrême droite il y a quelques mois, à peine encore, on peut dire qu'il y a un mieux. Et ça semble penser justement que cette marche triomphale des populistes a connu un coup d'arrêt, progresse moins vite que ce qu'on pensait. Monsieur von Andarza, comment l'expliquez-vous de votre côté? Wilders atteint bien sûr un très bon score, une forte augmentation, mais est-ce que c'est dû à sa personnalité, la personnalité de Geert Wilders, ou c'est son programme, donc limiter l'immigration? Moi, je relativiserai un peu sur sa réussite parce que 2019, il y avait un autre parti populiste de droite qui s'est fait virer, qui avait 4 sièges. Donc le camp populiste au total n'a augmenté que de 2 sièges. Deuxièmement, son sujet fort, c'était l'immigration. C'est avec ça qu'il a séduit certains Néerlandais et il veut en faire une composante du programme gouvernemental. Il s'est un peu distancé de la sortie de l'Europe. Ça, on ne l'entend plus le dire. Et il veut même que ce nouvel gouvernement néerlandais soutienne l'Ukraine. Donc il a essayé, de normaliser un peu son comportement. Dernier point, c'est la participation électorale. En novembre, c'était 70%. Ici, aux européennes, 57%. Donc les partis pro-européens ont davantage réussi à mobiliser leur électorat que M. Wilders. Je trouve que c'est passionnant parce que avec les partis populistes, il faut toujours regarder les détails. Et ce qu'on a appris en Pologne, ce qu'on apprend en Hongrie, c'est que lorsqu'il y a des structures vraiment qui simplifient la tâche aux populistes d'extrême droite, alors qu'aux Pays-Bas, ils doivent sans cesse négocier, ça joue. Et donc finalement, lorsqu'on n'accepte pas et qu'on empêche ces structures, lorsque les partis démocratiques trouvent quelque chose que les électeurs peuvent répéter, on le voit toujours dans les sondages finalement, lorsqu'on ne va pas tout de suite de la droite pour aller essayer de repêcher les électeurs, mais propose des alternatives, voilà les résultats qu'on a. Donc je pense qu'il faut bien sûr regarder les choses en détail. On a eu ce mouvement de
absorption dont a déjà parlé Nicolai Fernand Darza. Et puis d'autre part, on a finalement cette dynamique finalement qu'on va voir aussi dans la dynamique française et autrichienne, et on a plusieurs tendances finalement qui sont contraires et qui font que ce mouvement vers l'avant de l'extrême droite, il est très difficile à expliquer et il faut regarder tous ces petits mouvements et je suis donc impatiente de voir comment ce sera au Parlement. Christelle Craplet, justement, un des points forts, en tout cas un des points d'explication de la montée notamment du Rassemblement national en France, c'est la dédiabolisation et la personnification, ce qui est le cas, j'ai l'impression, avec de nombreux représentants ce soir de l'extrême droite. Vous feriez cette comparaison de la dédiabolisation de Wilders et celle de Jordan Bardella ? Il y a effectivement toute une stratégie de dédiabolisation qu'on voit chez de nombreux populistes en Europe, avec la volonté d'atténuer un petit peu leur discours lorsqu'ils arrivent au pouvoir pour avoir une face un peu plus respectable et essayer aussi d'élargir leur socle électoral au-delà de leur cœur de cible très contestataire. Ce sont des choses effectivement qu'on peut voir dans un certain nombre de pays. Après, la difficulté, c'est effectivement de donner aussi des gages à cet électorat le plus contestataire et des réponses claires. C'est aussi peut-être ce qui explique une forme de déception et qu'il n'ait pas obtenu le score qu'on annonçait ou celui qu'il avait eu précédemment lors des élections. On va bien sûr continuer à dérouler ces résultats tout au long de cette soirée, mais je vous propose qu'on aille à Bruxelles tout de suite pour retrouver notre correspondant, un de nos deux correspondants d'ailleurs, Lionel Julien. Lionel, vous êtes dans un QG, lequel? Le PPE, c'est ça? Oui, bonsoir Marie. Oui, je suis au siège du PPE, au QG du PPE, dans un hôtel non loin du Parlement. Alors écoutez, l'ambiance ici, pour l'instant, elle est très prudente. Elle est très prudente. Il y a eu une explosion de joie quand même tout à l'heure, vers 18h30, avec les résultats allemands, évidemment, mais tout de suite tempérés par d'autres résultats qui arrivent d'autres pays petit à petit. C'est des sondages sortis des urnes, c'est pas fiable à 100%, mais quand même, ça donne les tendances. Et évidemment, l'extrême droite, la montée de l'extrême droite inquiète. Alors, ce n'est peut-être pas la voie rêvée des conservateurs, du PPE. Ils auraient préféré que les choses soient beaucoup plus claires, c'est-à-dire qu'on reconduise les choses avec une coalition avec les socialistes, les sociodémocrates et les libéraux. Pour l'instant, tout le monde, j'ai discuté avec le néerlandais, le commissaire à l'action climatique, Wopke Hoekstra, qui est du CDA néerlandais, qui est de droite conservatrice, mais il ne voulait vraiment pas s'engager là-dessus. Il a dit pour l'instant, on reste prudent, il faudra attendre, quoi. Merci encore beaucoup. Un peu de la soirée. On vous retrouvera tout au long de la soirée. N'hésitez pas à intervenir. Merci Lionel. À tout à l'heure. Je rappelle, vous êtes à Bruxelles. Nazan. Monsieur Boras, pour revenir sur le résultat allemand, les chrétiens démocrates CDU, CSU, selon les premières projections, a clairement gagné. C'est donc un grand parti chrétien. Est-ce que vous pensez que ce scrutin a changé la donne en Allemagne? Ça reste à voir. Ce qui est important pour les grands partis historiques allemands, comme la droite de la CDU, c'est un peu comme en Pologne. Le parti de Donald Tusk est un allié important pour la droite allemande, de même que le Parti Popular espagnol. Finalement, le résultat définitif pour les chrétiens démocrates dépendra beaucoup des scores réalisés en Pologne et en Espagne, et les résultats ne vont tomber que dans le courant de la soirée. Mais en attendant, on peut dire que la victoire indiscutable des chrétiens démocrates paraît d'ores et déjà assurée en Allemagne et que ce sera la première formation politique du paysage politique allemand pour Ursula von der Leyen, en tant que présidente de la Commission qui vise à se succéder à elle-même. Chaque voix va compter. Et donc il faudra voir exactement quel est le score que vont réaliser l'Espagne, la Pologne et également d'autres États européens également. Allez-y. 361 braucht sie und wir haben noch mal ganz kurz. Elle a besoin de 361 et on en a parlé tout à l'heure de la campagne des conservateurs de CDU, de CSU et finalement le candidat chef de file était Manfred Weber et puis finalement cette double transformation de l'Europe qui était l'objectif à la fois la transition numérique, la transition écologique qui a remis cela en cause
cause, puisque finalement faire des Verts un bouc émissaire alors qu'ils ont fait des propositions pour le réaliser, et puis là d'un côté, maintenant on se met du côté plutôt des doutes de l'industrie. Finalement, ça veut dire que des objectifs géostratégiques qui avaient été ceux d'Ursula von der Leyen pour l'Union européenne, ce seront plus ceux qu'elle avait déjà finalement défendus. Et donc on a cette tension au sein, par exemple, du Parti conservateur CDU-CSU, et je pense donc qu'elle va essayer finalement de trouver la bonne manière d'agir pour faire passer son message à ses partenaires pour que ça puisse fonctionner. On parle du Green Deal, le pacte vert, l'interdiction des moteurs thermiques. Ça a joué dans la campagne électorale autour des européennes où la position des conservateurs du PPE est claire. Une partie du pacte vert dont nous allons reparler doivent être supprimées. Oui, et je pense qu'elle a annoncé une commission géostratégique, géopolitique, et ça veut dire aussi que il faut être aussi un phare de la transition écologique, et là on voit en pratique aussi combien d'entreprises en même temps, par exemple, face au coût élevé de l'énergie suite à la crise en Ukraine, se posent la question, se sont en difficulté et remettent en cause le modèle économique européen, puisque la République fédérale d'Allemagne n'est plus en phase de croissance, et finalement la sécurité à la fois physique et économique là était vraiment en jeu. Et donc ce parti conservateur CDU-CSU, avec à la fois un ancien candidat chef de file, M. Weber, et aujourd'hui avec Ursula von der Leyen, comment gérer la tension entre les deux aussi pour avoir un programme pour l'Europe et pour l'Allemagne. C'est aussi ce qui va nous intéresser au cours des prochains mois pour les prochaines élections. Merci à tous les quatre. Il est bientôt 19h45 et nous attendons évidemment les résultats pour la France qui arriveront sur les coups de 20h. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, il est bien sûr là maintenant 19h45. Bienvenue dans cette soirée exceptionnelle en direct sur Arte. On est ensemble jusqu'à 20h30 pour découvrir les résultats, les premières estimations de ces élections européennes 2024. Je vous rappelle que près de 360 millions d'électrices et d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire les 720 députés du Parlement européen. Une élection capitale à plus d'un titre. Elle se tient alors que l'Europe est aux prises avec la guerre en Ukraine, alors que la crise climatique, on en a parlé, nous frappe de plein fouet, alors que l'extrême droite, partout ou presque, engrange des succès électoraux. Bref, les enjeux sont énormes ce soir, Nazana. Absolument, Marie, merci. Absolument, Marie, merci. Je salue également tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à notre émission spéciale. Au cours de la soirée, nous vous présenterons les dernières projections et retrouverons nos correspondants. Au siège des sociodémocrates du SPD à Berlin, au siège du Rassemblement national à Paris, dans un centre de presse à La Haye et chez les conservateurs à Madrid. Et pour faciliter la compréhension linguistique, une équipe de 18 interprètes nous accompagne ce soir et vous retrouverez par ailleurs les dernières informations au fur et à mesure dans le bandeau qui s'affiche au bas de votre écran qui reprend les projections actualisées. Et avec nous sur ce plateau, je refais les présentations. Nikolai von Ondarsa, chercheur à l'Institut allemand de sciences politiques, Catherine Klever-Ashbrook, politologue germano-américaine à la Fondation Bertelsmann, Piotr Buras, qui dirige le bureau de Varsovie de l'European Council of Foreign Relations, et Christelle Craplet de l'Institut de sondage BVA Opinion. Merci à tous. Et puis sur ce plateau, également François Hublet, notre analyste data de la soirée. Bonsoir François. Vous faites parler les chiffres et vous allez avoir du travail. Et d'ailleurs, un chiffre, je pense, doit nous parvenir, c'est celui de la participation en France. Est-ce que nous l'avons reçu ? Je crois que la participation est tombée. Nous allons la regarder rapidement et ensuite nous écoutons la réaction d'Alice Vadel. François, rapidement peut-être ? Oui, c'est une tendance à la hausse qu'on avait un petit peu anticipée, qu'on avait vu notamment dans les sondages, qui montraient qu'il y avait un intérêt qui avait tendance à s'accroître pour ces questions. C'est aussi cohérent avec ce qu'on a vu en Allemagne, une augmentation dans le cas allemand de 2,6 points. Donc une tendance à la participation qui a l'air de s'accroître au niveau européen.
Exactement. Il est 19h47. Nous attendons avec un grand suspense les résultats français, ou plutôt les premières projections. Mais nous voulons revenir entre-temps sur les résultats allemands avec un gagnant très clair, les chrétiens démocrates CDU-CSU à 29,5, l'AfD extrême droite en deuxième place, une forte augmentation à 16,5%, les sociodémocrates du SPD, le parti du chancelier, plus qu'à 14%. En quatrième place, un recul des Verts aussi à 12%. L'Alliance Sarah Wagenknecht, l'extrême gauche, atteint 5,5%. C'est sa première participation et elle sera représentée au Parlement européen. Les libéraux du FDP sont à 5%. Die Linke, la gauche radicale, à 2,8% et les électeurs libres, les nationalistes, à 2,6%. Et la participation électorale est de 64%. François, quand on regarde ces résultats, qui a gagné, qui a perdu? En Allemagne, il y a eu deux vainqueurs assez clairs ce soir. C'était d'une part la CDU-CSU, le plus grand parti d'opposition aujourd'hui en Allemagne, parti de centre-droit qui a obtenu une victoire assez nette, 13 points d'avance sur le deuxième parti. Et puis le deuxième parti est aussi un vainqueur puisque l'AfD, avec 16,5%, fait une performance relativement inédite, en tout cas inédite dans une élection européenne. Et puis est capable de prendre la deuxième place, non seulement devant la CDU, mais aussi devant les Verts qui se sont, eux, cette fois-ci, ce soir, manifestés par une grande difficulté, en fait. C'est une victoire écrasante pour les chrétiens démocrates, mais aussi une victoire pour l'AfD, l'extrême droite, et Alice Weidel a réagi à ces résultats de son parti. Les gens sont nettement plus critiques vis-à-vis de l'euro et de l'Europe. Une élection européenne vient d'avoir lieu. Et dans l'ensemble, les gens en ont assez de toute la bureaucratie venue de Bruxelles. L'interdiction du moteur thermique, tout cela impacte directement la vie des gens, ainsi que l'industrie. Madame Kluwer-Ashbrook, est-ce que l'Europe domine trop notre quotidien? C'est ce qu'a dit Madame Weidel. Non, c'est ce qu'essayent de nous dire les populistes dans toute l'Europe. Évidemment, la question, c'est toujours la mise en œuvre. Évidemment qu'ici, on vote des lois, mais ensuite, elles doivent être transposées dans les États membres, c'est-à-dire que différents partis ensuite se les approprient. Et quand on voit le résultat des Verts dans la mise en œuvre de certains objectifs que nous nous sommes fixés de manière commune lors du dernier mandat en Europe, par exemple moteur thermique, loi sur le chauffage. C'est des choses qui ont été mal communiquées, mais c'est aussi des lois qui ont été mal transposées. Et je pense que le mauvais résultat des Verts, qui avait connu un très bon résultat aux dernières élections, nous montre bien à quel point le récit, la manière dont c'est raconté à l'échelle nationale est très important pour ensuite avoir les voix pour que les électeurs soient impliqués. Christelle Craplet, on attend encore beaucoup de résultats. Ce n'est que le début de la soirée électorale qui va être très longue, mais d'après les sondages d'opinion, d'après le travail sur le terrain qui a pu être fait, la vague extrême droite vous paraît inévitable? Alors, je ne dirais pas ça, mais effectivement, il y a eu une forte poussée de l'extrême droite dans un certain nombre de pays. On l'a vu dans les deux pays qu'on a mentionnés. En Allemagne, même si aux Pays-Bas, ce n'est pas aussi fort que ça ne l'était, c'est quand même à un niveau élevé. On voit en fait dans les enquêtes de fortes préoccupations, notamment sur ce sujet de l'immigration qui est très présent et sur lequel focalisent ces partis-là et manifestement obtiennent des résultats dans les urnes. Et puis l'autre point, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que c'est vrai que c'est compliqué pour les citoyens de voir concrètement quel est l'apport de l'Europe dans leur quotidien et notamment aussi sur des sujets économiques, ce qui peut du coup les faire être sensibles à des propositions qui sont plus directement contre l'Europe ou plus sceptiques. Il est bientôt 20h, donc on l'a dit, on attend bien sûr les résultats français pour ces européennes. Ce sera dans quelques minutes, on pourra vous donner les premières estimations. On ira aussi voir un petit peu plus tard les résultats en Espagne, on en a parlé un petit peu. François, quels sont pour vous les grands enjeux, les grandes tendances qu'on peut déjà avoir à cette heure, s'il vous plaît ?
Je vais commencer par les tendances. La tendance principale ce soir, c'est évidemment cette croissance de l'extrême droite. On l'a vu dans le cas de l'Allemagne, on l'a vu dans le cas des Pays-Bas, alors avec un contexte qui était un peu différent avec le départ d'un autre parti d'extrême droite. Mais on le voit aussi dans les autres États pour lesquels on a à ce stade des résultats. On le voit en Autriche où le FPE est en tête. On le voit en Bulgarie où un nouveau parti d'extrême droite arrive 3e avec à peu près 15%. On le voit en Croatie également où un autre parti d'extrême droite est actuellement en 3e position. En Grèce, idem, croissance malgré une droitisation du parti traditionnel Nouvelle Démocratie. Donc, dans l'ensemble de l'Europe, cette vague, elle est quand même assez claire. Et puis sur les enjeux, ce sera surtout une question d'équilibre entre les groupes, mais ça, on le verra un peu plus tard dans la soirée. D'accord, merci beaucoup François pour ces précisions. Nathan. Madame Kraplé, avant ce scrutin européen, nous avons vu partout en Europe des agriculteurs en colère, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Espagne. Et quand on regarde les résultats allemands et aussi néerlandais, et quel rôle les agriculteurs ont joué dans ces élections ? Alors ça a pu interpeller un certain nombre de citoyens, notamment sur un des sujets qu'ils ont mis en avant, qui étaient les normes européennes sur le plan environnemental, qui étaient jugées compliquées à appliquer. Et c'est vrai que ça a pu, pour certains, donner le sentiment que finalement c'était trop compliqué à être mis en œuvre. Et ça fait écho plus généralement à cette tension qu'on observe dans les enquêtes entre une préoccupation environnementale qui est forte de la part des citoyens, mais qui se conjugue avec des préoccupations économiques du quotidien, de fin de mois, qui viennent un peu se percuter, auxquels les agriculteurs ont aussi fait écho et qui, forcément, sans doute, ont un écho dans leur comportement électoral. Piotr Boras, on l'a dit, surtout en France, que la campagne était beaucoup centrée sur des enjeux nationaux. On sait que c'est le cas dans d'autres pays. Est-ce que c'est le cas dans de nombreux pays européens, à votre avis? Est-ce que les enjeux nationaux ont phagocyté cette élection? Oui, je crois qu'on peut le dire. Les véritables thématiques européennes ont été éclipsées, escamotées. Même le problème du pacte vert, de l'agriculture dont vous venez de parler. Il y a eu des manifestations à Bruxelles extrêmement violentes, avec de nombreux manifestants, des milliers de manifestants. C'est vrai que ça dominait la campagne électorale pendant des mois. Il semblerait que maintenant ce sujet de l'agriculture soit moins sensible, mais quel que soit l'endroit vers lequel on se tourne, il semblerait que les thématiques nationales aient été prioritaires. En Espagne, ça a été en fait un véritable référendum pour ou contre Pedro Sánchez, le Premier ministre. En France, très très nettement, d'ailleurs ça a été revendiqué, ça a été un vote pour ou contre Emmanuel Macron. En Pologne, il n'en va pas autrement. Les enjeux nationaux ont primé. Évidemment, c'est infiniment regrettable. Les grandes thématiques, les grands défis que l'Europe doit relever n'ont pas été vraiment au cœur de la campagne. On ne peut que le déplorer. Mais ce n'est pas nouveau non plus. Et la guerre en Ukraine, c'est un sujet qui nous a tous préoccupés. C'est vrai, le SPD en Allemagne a eu le mérite d'essayer de faire campagne sur cette question, mais ça n'a pas marché du tout. Moi, je n'ai pas le sentiment que ce sujet a vraiment fait débat, a été un sujet crucial de la campagne. Évidemment, on en a parlé en passant, mais ça n'a pas été un sujet qui aurait pu faire pencher la balance ou faire pencher le résultat électoral en Pologne, en France, en Allemagne ou ailleurs. J'aimerais juste ajouter un point. Quand on voit les populistes d'extrême droite dans cette élection, ils ont une position tactique avec les protestations des agriculteurs. On sait très bien que ce n'était pas seulement des manifestations des agriculteurs, mais que à cette période-là, impossible de louer un tracteur parce que, non pas parce que les agriculteurs n'avaient plus de tracteurs à louer, mais parce qu'on a d'autres acteurs politiques qui ont finalement se sont déguisés en agriculteurs pour participer à ces protestations, parce qu'ils ont compris comment appuyer là où ça fait mal, comment faire sortir les gens dans la rue. Où est-ce qu'on a finalement vraiment ces points qui font mal, qui existent dans une transformation d'une telle ampleur? Ils ont bien compris où appuyer.
Qu'entendez-vous par là? Eh bien, les populistes, et on le sait, on le connaît dans notre travail de recherche, au cours de ces 5-6 dernières années, ils se parlent de plus en plus, ils sont en réseau, et ils ont parfois échangé aussi de l'argent avant même la guerre en Ukraine. On sait qu'il y a eu parfois même des liens et des financements issus de Russie, via le réseau Atlas par exemple, et via d'autres modèles. On a eu un échange des populistes d'extrême droite en Europe, mais aussi dans le monde entier, aux États-Unis par exemple. Je suis sûre qu'on le verra très fortement en novembre. Cette stratégie pour M. Trump, c'est M. Orban est le parangon de l'art de mener un État. Et donc c'est cette manière de faire avec ce lien, on l'a vu aussi, on l'a utilisé sur la rue, dans la rue. Pour parler grandes thématiques européennes, ce qui frappe, c'est qu'on ne parle plus d'élargissement. C'est le grand absent de la campagne. C'est un grand sujet qui va être très présent dans les années qui viennent et personne n'en a parlé. En tout cas, à ma connaissance, ça n'a suscité aucun intérêt, aucune réaction au niveau des formations politiques européennes. Personne n'a fait campagne sur ce sujet, évoqué les options. Parce que ce n'est pas populaire? C'est pas très populaire, oui. D'ailleurs, je crois que c'est un repoussoir, ce sujet. C'est un sujet qui fait peur, l'élargissement. La Commission, d'ailleurs, se garde bien d'y toucher. Elle ne veut pas qu'on en parle. Et a tout fait pour différer dans un avenir aussi lointain que possible le début des négociations d'adhésion avec l'Ukraine. En tout cas, elle a pris soin de renvoyer ça bien après la date des européennes, des élections européennes, et ça illustre bien cette absence des grandes thématiques européennes au niveau de cette campagne. Nicolas Yvon-Darsa, moi j'ai l'impression qu'on entend ça quasiment à toutes les élections européennes. Les Européens ne comprennent pas à quoi sert l'Europe, les Européennes ne comprennent pas les enjeux. Comment ça se fait qu'au bout d'un moment, l'Europe n'ait pas appris à parler d'elle-même et à toucher ses propres électeurs ? Je pense qu'il y a une autre contradiction. Dans nombre de pays, nous avons vu une participation électorale supérieure. Donc, visiblement, ces citoyens comprennent l'importance des élections. Mais il y a ces partis mainstream qui ont fait des campagnes traînantes et qui, finalement, n'ont pas osé parler du pacte vert ou de ce que l'Europe a fait ces dernières années. Et ça, c'est l'un des principaux problèmes, je crois. Les citoyens, finalement, sont en avance sur les partis, s'intéressent davantage à l'Europe. Il est 20h. Je vous coupe, mais on y revient. Il est 20h. Les bureaux de vote sont désormais tous fermés en France et nous avons les premières estimations de l'Institut de sondage sorties des urnes Ipsos. Et comme attendu, le Rassemblement national performe avec 31,5%. Derrière, nous avons besoin d'Europe, le parti de la majorité présidentielle, 15,2%. Place publique et le PS, 14%, LFI 8,7%, pardon, les Républicains 7,2%, la France fière, c'était l'ancien Reconquête, pardon, ils sont à 5,5% et Europe Écologie Les Verts passe la barre des 5% avec 5,2%. Voilà ce qu'on pouvait dire. François, quels enseignements sur ces premiers résultats en France ? Bon, ce soir, il y a clairement deux vainqueurs. Il y a d'une part le Rassemblement national, très clairement, et puis c'est aussi quelque chose auquel on s'attendait, à vrai dire, selon les sondages de ces dernières semaines. Le Rassemblement national qui emporte, alors selon cette première estimation, 31,5%. Ça ferait de l'ordre d'une trentaine de sièges potentiellement au sein du Parlement, ce qui est évidemment extrêmement important. Et puis, il y a un deuxième vainqueur, c'est la liste Parti socialiste Place publique, donc menée par Raphaël Glucksmann, qui avec 14% fait un bon score. Alors, pas suffisamment, manifestement, pour dépasser la liste de la majorité présidentielle besoin d'Europe, mais quand même un assez bon score. Et puis du côté des perdants, alors il y a évidemment le camp d'Emmanuel Macron qui recule assez nettement avec ses 15%. Et puis les Verts, alors qui sont, selon ce sondage, au-dessus de la barre, on verra si ça se confirme pendant la soirée, mais qui malgré tout devraient beaucoup perdre, passer de 13 à peut-être quelque chose comme 5 ou 6 sièges.
Très bien, je pense qu'on va aller à Paris, Nazan, c'est ça? Exactement, nous venons de le dire, le Rassemblement national est à 31,5% et au siège du parti, nous avons notre correspondant Patrick Schulz-Heil. Bonsoir Patrick, on ne peut pas le dire autrement, c'est un triomphe historique pour le parti. Est-ce que c'est mieux qu'escompté? Oui, tout à fait. On partait du principe que le parti aurait 33%. C'est environ les premières projections. On verra quel sera le résultat final. Vous pouvez le voir derrière moi. Le résultat est bien sûr célébré comme s'il s'agissait d'élections présidentielles. Et voilà ce dont il s'agit. Ce n'est pas un résultat européen, mais c'est un résultat national que l'on fête ici ce soir. Cette victoire électorale, on le voit comme un avant-goût à la possible victoire aux élections présidentielles de 2027. Pour le Rassemblement national, ce n'est pas un vote pour ou contre l'Europe, cela n'a rien à voir avec l'Europe, c'était surtout une critique vis-à-vis de Macron. Le vote a été présenté comme un vote anti-Macron par le Rassemblement national. Cela a été dit. Le RN a dit que c'était surtout des élections d'étape. Et le Rassemblement national est ce soir le parti qui, d'ici 2027, doit prendre le pouvoir. C'est en tout cas ce qu'espère le RN. Jordan Bardella a promis, dans le cas d'une victoire électorale ce soir, qu'il en appellerait à la dissolution de l'Assemblée nationale en France. On attend son discours. Il va prendre la parole dans quelques minutes. On verra ce qu'il dit. Mais vous voyez derrière moi, on chante déjà l'hymne national française et non pas l'hymne européen. Absolument, tu le dis, Patrick, et nous pouvons voir une marée de drapeaux français derrière toi. Et on ne voit pas du tout de drapeau européen, d'ailleurs. Donc l'Europe n'a joué aucun rôle. C'était un scrutin national, point. Le seul drapeau européen que j'ai vu ici, c'est celui que j'ai apporté, pour moi qui ai un peu d'Europe ici ce soir, parmi tous les drapeaux tricolores. La campagne ici en France était très franco-française, il faut le dire. Les thèmes qui inquiètent les Français, le pouvoir d'achat, l'immigration, ce sont des sujets européens, c'est vrai, mais ils ont été abordés par un prisme très national. Il faut dire aussi que les Français sont très mal informés des sujets européens. Ils s'intéressent moins vis-à-vis de l'Europe, même si les sujets pouvoir d'achat et immigration sont assurément des thèmes européens. Mais ce sont les thèmes avant tout du Rassemblement national. Autre signe que cette élection était très nationale en France, les électeurs en France n'étaient pas très intéressés à ce que les députés du Front National ne se sont pas vraiment très impliqués au processus législatif à Bruxelles ou à Strasbourg. Pendant son dernier mandat en tant que député européen, Jordan Bardella s'est très peu impliqué dans le travail parlementaire, ce qui conduit à ce qu'on l'a appelé banal. Et en tout cas, c'est une chose auquel les Français ne se sont pas intéressés ce soir. Ce qui était important pour les Français, c'était qu'il était présent, très très présent dans les médias en France. Et en tout cas, il récolte les fruits de sa campagne. Nous pouvons voir derrière toi le candidat tête de liste Jordan Bardella. Mes chers compatriotes, de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. En permettant au Rassemblement national de dépasser les 30% des voix, les Français ont rendu leur verdict. Et celui-ci est sans appel. Nous accueillons ce résultat avec humilité, avec gravité et avec un esprit empreint d'une très haute responsabilité. Dans un scrutin où le pouvoir aura jeté toutes ses forces dans la bataille, et ce jusqu'au président de la République, nos compatriotes ont exprimé ce soir une volonté de changement, mais aussi un chemin pour l'avenir. Ce message clair adressé à Emmanuel Macron et aux dirigeants européens marque la détermination de notre pays de voir l'Union européenne changer d'orientation pour aller vers davantage de démocratie, de protection, de considération pour les peuples d'Europe. Ce soir, un vent d'espérance s'est levé sur la France et il ne fait que commencer. Par ce score historique accordé au Rassemblement national, les Français ont exprimé leur attachement à la France, à sa souveraineté, à son identité, à sa sécurité et à sa prospérité. Par-delà leur soutien à une Europe des nations,
Les Français ont plébiscité ce soir la reprise en main de notre politique migratoire, le retour de l'autorité de l'État sur chaque mètre carré du territoire, la préservation de leur pouvoir d'achat, la défense de nos emplois, de nos industries et de nos agriculteurs face à la concurrence déloyale. Ces priorités sont celles que porteront les députés européens patriotes élus ce soir à mes côtés dans la continuité du travail de Marine Le Pen et de nos parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'écart inédit entre la majorité présidentielle et le premier parti d'opposition traduit ce soir un désaveu cinglant et un rejet clair de la politique conduite par Emmanuel Macron et son gouvernement. Le président de la République c'était Jordan Bardella en direct de son QG, le QG du Rassemblement national. Christelle Craplet, qu'est-ce qui vous marque le plus là dans ces résultats? C'est le score extrêmement important du Rassemblement national ou c'est l'écart aussi extrêmement important avec la liste Renew Besoin d'Europe? Eh bien, les deux, parce qu'effectivement, c'est un succès incontestable pour le Rassemblement national qui fait un score bien meilleur qu'en 2019. On le voyait dans nos enquêtes, il a réussi en fait à mobiliser son électorat, mobiliser l'électorat de Marine Le Pen de 2022, mobiliser contre Emmanuel Macron. C'était un argument fort de sa stratégie. C'était pas le seul, il a quand même un peu quelque part parlé d'Europe et parlé à cette frange sceptique de la population qui s'est reconnue dans ses propos. Et comme vous le disiez, le deuxième enseignement, c'est cet écart très net. En 2019, les deux listes, la liste de la majorité présidentielle, celle du Rassemblement national, étaient très proches, un petit point, je crois, oui, exactement. les séparait. Aujourd'hui, l'écart est très net. Et pour le président, c'est clairement une défaite, une difficulté. C'est l'inverse, en fait, du Rassemblement national, une difficulté à mobiliser son propre électorat qui, manifestement, soit ne s'est pas rendu dans les urnes, soit a choisi une autre liste. Est-ce que l'électorat RN a beaucoup changé en quelques années, là, en une mandature ? Non, il s'est solidifié. En revanche, donc son cœur électoral s'est solidifié. En revanche, il s'est quand même élargi. Et ça a été une grosse surprise qu'on a vue dans nos enquêtes. Il a été capable d'atteindre des segments de population qui, jusqu'à présent, lui étaient bien plus hostiles, notamment chez les plus âgés, chez les catégories aisées, auprès de qui il obtenait 20-25% des intentions de vote, ce qui était beaucoup plus qu'à une époque où il était beaucoup plus rejeté dans ces catégories de population. Donc c'est incontestablement une capacité, un succès à mordre sur un électorat plus large et à parler à davantage de personnes. Monsieur von Ondarza, lorsqu'on regarde le résultat, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un triomphe historique, mais est-ce que c'est simplement dû à la personnalité de Jordan Bardella ou plutôt parce que le Rassemblement national a évacué le sujet du Frexit et de la sortie de l'euro? Cela ne fait pas partie de leur programme maintenant? Oui, cette stratégie de la normalisation a fonctionné. Le parti a l'air d'être plus crédible au milieu, entre guillemets. Les électeurs l'ont compris et dans la campagne européenne, ils se sont présentés comme des gens recommandables. Le mot le plus intéressant qu'il a utilisé, c'est le sérieux. Ce parti veut se présenter comme un parti sérieux qui est prêt à assumer des responsabilités politiques en France et en Europe. Et au cours de cette campagne européenne, ils ont tout d'abord fait partir l'AfD de leur groupe et ils ont fait une offre à Meloni en disant « Nous sommes prêts à travailler avec vous au niveau européen ». Jusqu'à présent, le RN était vraiment dans l'opposition et aujourd'hui, il y a des revendications pour conquérir le pouvoir. J'attends avec impatience la réaction de Mme Meloni et je pense que peut-être ce Rassemblement national pourrait devenir une force politique crédible à Bruxelles. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est de l'entendre dire qu'il veut plus de démocratie. Et je pense qu'il essaye vraiment d'utiliser finalement la rhétorique des populistes, une rhétorique des populistes qu'on va voir dans le monde entier. La démocratie, c'est pas seulement la démocratie pour les populistes, et on va voir dans la nouvelle constellation au Parlement européen, pour certains, ça va être dire non à la démocratie. Et quand on voit le portefeuille de la Commission, on va voir, ça va évidemment avoir une influence sur la manière dont ils négocient les uns aux autres. Ils vont pouvoir dire non, bloquer, et ils vont pouvoir vendre ça comme un acte de souveraineté. Ce qui
Deuxièmement, il y a une compréhension complètement erronée de la politique agricole européenne, puisque le marché agricole européen, on l'a vu avec le Brexit, qui est évidemment très subventionné, mais il ne fonctionne que s'il est maintenu dans ce contexte. Vous venez de parler du sérieux, le terme qui vous a frappé dans le discours de Jordan Bardella. J'ai noté un autre terme, il a dit « nous voulons davantage de reconnaissance pour les peuples européens ». Et à chaque fois, cette Europe des nations ressort dans le discours des partis d'extrême droite en Europe. Que faut-il entendre par là et que comprend Jordan Bardella par là? Eh bien, quand il utilise une page du manuel de Viktor Orban, évidemment, c'est une image de blanc, chrétien, et c'est une image qui fait que le pluralisme, qui est pourtant au cœur de la démocratie, qui est cette diversité au cœur de l'Europe, pour moi, il joue rhétoriquement avec le feu parce que en Europe, depuis 80 ans bientôt, ce que nous avons construit, en anglais, on parle de dog whistling, c'est-à-dire de siffler comme un chien, siffler son chien. Il faut faire toujours attention au sous-texte. Et c'est ce que font les antidémocrates dans le monde entier. Merci à tous les quatre. Je pense qu'on n'a pas fini de parler de la stratégie de l'extrême droite ce soir en Europe. En attendant, on va aller à Bruxelles. On retourne à Bruxelles, on va retrouver notre correspondant Franck Dur. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on attend, Franck, la première projection de l'hémicycle, enfin la première photo, disons, de ce à quoi va ressembler le Parlement européen. Comment ça se passe en ce moment ? Oui, tout à fait. Nous attendons les chiffres, les projections qui arriveront d'ici une demi-heure normalement au Parlement à Bruxelles. Il y a 1200 journalistes qui sont regroupés ici. Ils attendent avec impatience ces résultats. Nous avons reçu les chiffres français, allemands qui présentent une poussée des extrêmes, de l'extrême droite, comme c'était prévu. J'ai également pu échanger avec des députés de l'Union européenne qui sont bien sûr déçus à cause de cette poussée de l'extrême droite en Allemagne notamment. Et au niveau européen, on voit que les sociodémocrates peuvent tout de même conserver certains sièges. En revanche, ce sont les Verts qui sont durement touchés, qui vont beaucoup en perdre. Et donc ça va poser beaucoup de problèmes pour la composition du prochain gouvernement. Les chefs de file parleront vers 20h30, voire plus tard aussi, 22h, une fois que les résultats de la répartition du Parlement seront publiés. Merci Franck. Je vous propose maintenant tout de suite de passer de Bruxelles à Madrid, où nous retrouvons notre correspondante Marie Bolinches. Bonsoir Marie, vous êtes au QG du Parti populaire, les conservateurs. Comment ça se passe? Quel est le score? Vous avez les résultats? Effectivement, on a des premiers résultats de sondages sortis des urnes. Le Parti populaire, les conservateurs, arriveraient en tête avec 34% des voix. Le Parti socialiste serait deuxième, passerait donc de la première à la deuxième place avec 30%. Et puis Vox se consolide ce soir comme la troisième force politique d'Espagne avec 10%. Ils étaient à 6% lors des dernières élections européennes. En tout cas ici, les conservateurs auraient gagné, effectivement, mais les sentiments sont plutôt mitigés. C'est en fait un peu une victoire en demi-teinte pour le Parti populaire. Parce qu'il y a 3 mois, il faut se souvenir que les conservateurs avaient une large avance dans tous les sondages de plus de 11 points devant les socialistes. Alors comment peut-on expliquer ce score un peu mitigé? Eh bien, le Parti populaire paye certainement sa concurrence avec le parti d'extrême droite Vox. Il a subi l'agenda du parti d'extrême droite et il a fini même par reprendre des thèmes chers à Vox comme l'immigration. La candidate du Parti populaire a d'ailleurs assimilé dans un de ses discours immigration et délinquance, et ça c'est totalement inédit de la part des conservateurs espagnols. Et puis il y a aussi l'idée que le pari des conservateurs pour ces élections européennes n'a pas vraiment fonctionné parce qu'ils voulaient faire de cette élection un plébiscite contre le président socialiste espagnol Pedro Sánchez, et on voit ce soir que ça n'a pas vraiment fonctionné. Les enjeux sont-ils restés nationaux comme on a pu en parler aujourd'hui en France, en Espagne ?
Oui, en Espagne aussi. Et d'ailleurs, il faut se souvenir que cette campagne, elle vient fermer quelque part un cycle électoral particulièrement dense. En un an, les Espagnols ont voté pour des législatives, pour des municipales, pour des régionales et donc maintenant pour les européennes. Et le résultat, c'est qu'ici, depuis un an, on est dans un climat de campagne électorale permanente, un climat de campagne électorale extrêmement polarisé. Les deux partis ont axé leur campagne européenne sur des enjeux exclusivement nationaux et ont joué à fond cette carte de la polarisation. Et le Parti populaire avait d'ailleurs pour slogan « N'attendez pas les élections générales », sous-entendu pour précipiter la chute du président socialiste Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, on va le rappeler quand même, ce soir, il n'était pas candidat du Parti socialiste. Et lui, de son côté, il a aussi fait campagne aux côtés de sa candidate autour d'enjeux extrêmement nationaux. C'est dommage parce que l'Espagne, ça reste un pays extrêmement europhile, parmi les plus europhiles de l'Union. L'Europe, elle a changé aussi ce pays depuis son entrée, depuis que l'Espagne est rentrée dans l'Union européenne. Et elle continue à le faire, notamment avec les fonds européens. Merci beaucoup Marie Bolinches. Je rappelle, vous étiez à Madrid en direct du QG du Parti populaire qui remporte cette élection ce soir. Non, merci Marie. Exactement, merci Marie. Monsieur Van Andarza, notre correspondante l'a dit, selon les estimations actuelles, les conservateurs sont en tête et juste derrière les sociaux-démocrates de Pedro Sánchez. Est-ce que c'est un résultat surprenant pour vous? Oui, c'est une surprise quand même. Sanchez a réussi une fois de plus à mobiliser son électorat. Il a parié gros quand même, il a menacé de se retirer de ses fonctions, on ne sait pas trop. Et visiblement, il est parvenu une fois de plus à mobiliser son électorat, ce qui a des répercussions au niveau européen. On voit par exemple des socialistes allemands faibles, mais des sociodémocrates espagnols beaucoup plus forts. On n'a pas encore le résultat italien, mais je parierais que les sociodémocrates européens, ce sera plutôt l'Espagne, un peu la France, et que les sociodémocrates allemands perdent en influence. C'est intéressant, Marie. Oui, nous allons à Bruxelles à nouveau, mais cette fois c'est pour discuter avec Mélanie Vogel, sénatrice Europe Écologie Les Verts, mais surtout pour nous, pour ce soir, coprésidente du Parti Vert européen. Bonsoir Mélanie Vogel. Nous sommes tous, j'espère que vous m'entendez bien. Ça va pour vous? Mélanie Vogel, vous m'entendez bien à Bruxelles? On va retourner en plateau en attendant de retrouver Mélanie Vogel en direct. C'était intéressant de voir ce que disait notre correspondante, qu'en fait le Parti populaire a payé son rapprochement du Parti Vox. Et c'est ça qui est intéressant et il va falloir, évidemment, c'est ce qu'on va voir partout sous différentes nuances. Est-ce qu'on a structurellement des forces populistes qui sont suffisamment fortes? On n'a pas parlé de l'Autriche, mais en 1999, finalement, on a sanctionné l'extrême droite autrichienne avec une loi antidiscrimination dans l'Union européenne parce qu'on pouvait l'isoler. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, on a des populistes d'extrême droite et des forces d'extrême droite qui structurellement peuvent se positionner autrement et que les conservateurs, comme en plus ils n'ont pas trouvé d'autres messages et d'autres moyens de conserver et de motiver les électeurs, sont tentés. Donc partout on voit une forte motivation finalement des électeurs. Est-ce que les électeurs vont rester là où ils sont arrivés? D'où sont-ils venus? Voilà finalement ce qu'il va falloir regarder en Europe. Merci. On retourne donc à Bruxelles où je pense que Mélanie Vogel nous entend. Bonsoir Mélanie Vogel. Vous êtes coprésidente, super, vous êtes coprésidente du Parti Vert européen. Merci d'être avec nous. Alors on attend toujours évidemment la première projection de cet hémicycle. On a d'ores et déjà quand même quelques résultats qui concernent les écologistes et on l'a vu avec une contre-performance en France, en Allemagne. On table sur une perte nette importante de sièges au Parlement pour les écologistes. Comment ça se fait? Comment vous le vivez ce soir? D'abord, vous me permettrez, je ne veux pas éviter votre question, mais vous me permettrez de dire que le
plus grand message et la plus grande information, je pense, ce soir, c'est le score à travers l'Union européenne de l'extrême droite. Ça va avoir un impact majeur sur la manière dont on va pouvoir ou pas faire des politiques publiques pendant 5 ans, les 5 prochaines années au Parlement européen. Et je veux dire qu'il faut que nous réfléchissions collectivement comme démocrates à quels sont les ressorts de cette poussée de l'extrême droite en Europe. Les dernières années qu'on a vues, nous avons eu des conservateurs et des libéraux à travers l'Europe, dans certains pays, en Italie, en Espagne, en Finlande, en Suède, aux Pays-Bas, et puis aussi au Parlement européen, qui ont fait tomber ce qu'on avait appelé pendant si longtemps le cordon sanitaire, qui ont commencé à s'allier avec l'extrême droite, parfois de manière très concrète, en allant au gouvernement avec elle, parfois en légitimant, comme c'est le cas en France, ces thèses, en produisant des lois qui sont des copier-coller de leur programme et en légitimant leur présence institutionnelle. Et ça a un impact que nous allons payer comme démocratie européenne et sur lequel je crois qu'il faut faire un bilan collectif. En tout cas, les écologistes sont allés dans cette campagne depuis le début en disant que c'était la grande question d'aujourd'hui. Est-ce que oui ou non nous allons laisser l'Europe aux mains d'une coalition entre l'extrême droite et les partis démocrate entre guillemets, et que c'était ça le sujet. Je sais que, et je ne vais pas me défier de la question, le score des écologistes en France et en Allemagne est décevant. En Allemagne, je pense que c'est une situation un peu différente puisque nous sommes au gouvernement depuis 2 ans dans une situation qui n'est pas la plus facile pour les écologistes. Donc ce n'est pas exactement la même situation. En France, nous avons un mauvais résultat. Il nous faut le temps, j'imagine que chacun peut le comprendre, d'encaisser ce résultat. Mais évidemment que dès demain, il nous faut à la fois faire le bilan, comprendre ce que nous avons fait comme erreur, parce que tout n'est pas lié à l'extérieur. Nous avons forcément aussi fait des erreurs nous-mêmes. Et puis surtout, en tirer les conséquences pour rebâtir ce grand mouvement de l'écologie politique qui avait été une grande promesse démocratique en 2019 et qui est, je continue d'en être persuadée, la meilleure réponse aux enjeux du XXIe siècle. Mais comment ça se fait? Vous savez déjà un tout petit peu comment ça se fait. On est en pleine crise climatique. Comment se fait-il que ça ne se ressente pas dans les votes aujourd'hui? Je sais, je crois que nous avons eu, si vous voulez, en 2019, il y a eu la vague verte. La vague verte, ça a été un grand mouvement citoyen qui a dit aux institutions, que ce soit au niveau national ou européen, le changement climatique, c'est grave, faites quelque chose. Et on a fait quelque chose grâce aux personnes qui ont voté pour les écologistes en 2019. On a eu le Pacte vert. Le Pacte vert, ça a été la première fois qu'un continent, démocratiquement, a choisi de répondre à cette volonté citoyenne de faire la transition écologique et s'est mis à agir en faveur du climat. Cependant, on a eu, parce que c'était le temps de ce moment-là en 2019, un consensus qui s'est dégagé de manière au moins, disons, formelle sur la nécessité de faire la transition écologique. Et puis, progressivement, pendant 5 ans, quand ça paraissait électoralement plus judicieux d'abandonner l'écologie, eh bien, une certaine partie des partis politiques, que ce soit les conservateurs ou les libéraux, qui ont commencé à se dire que la meilleure manière électoralement de croître, plutôt que de prendre leurs responsabilités et de trouver des solutions pour résoudre les problèmes des gens, c'était de taper sur l'écologie. Malheureusement, la politique, c'est comme ça. Quand les responsables politiques disent des choses, ça a un impact sur le réel. Et quand vous passez 5 ans à raconter que l'écologie est un problème, eh bien, il y a un moment où une partie des gens vous croient, même si c'est le plus grand mensonge du siècle. Merci beaucoup, Mélanie Vogel, pour vos précisions. Bonne soirée à Bruxelles. À bientôt. Bonne soirée. Je crois qu'il est très clair que nous pouvons dire que la vague verte que nous avons connue en 2019 lors des dernières élections européennes n'a pas à nouveau déferlé en 2024. Nous allons revoir rapidement les résultats des Verts en Allemagne et en France. En France, les Verts ont tout juste réussi à dépasser la barre des 5%. À 5,2% et en Allemagne, François, est-ce que vous avez le chiffre? Ils sont à 14% ou 13%? 12,5%? Effectivement, donc comparé à 2019, c'est un résultat désastreux.
Madame Kraplé, est-ce que les sujets qui touchent au dérèglement climatique ne concernent plus les citoyens français ou dans les autres États membres ? Non, pas du tout. C'est toujours une très forte préoccupation, l'environnement. On le voit dans nos enquêtes. On voit également que de plus en plus, les citoyens mesurent, en fait, subissent, on va dire, dans leur quotidien ces effets-là, que ce soit les sécheresses ou un certain nombre d'épisodes climatiques qui sont venus leur rappeler cette dure réalité. Le souci, c'est que cela se heurte parallèlement à des préoccupations économiques qui sont très fortes, qui ont tendance à prendre le dessus. Et puis, il y a le constat, être préoccupé sur l'environnement et les implications, ce que ça veut dire au quotidien, comme peut-être renoncement en termes de comportement de tous les jours. Et autre élément qu'on voit beaucoup, le sentiment finalement que ce n'est pas au niveau des citoyens que ça doit se jouer, mais à un niveau plus global, soit au niveau des entreprises, d'autres acteurs, soit d'autres pays comme la Chine. Et ça contribue fortement à délégitimer l'impact des actions quotidiennes et à créer une forme de fatalisme et manifestement à détourner les électeurs d'un vote pour les écologistes. Merci beaucoup. Nous touchons presque à la fin de notre émission électorale. Et pour finir, François, je voulais vous demander quelles sont les leçons les plus importantes à tirer de ces résultats. Que pouvons-nous dire à l'heure actuelle ? Je pense qu'on peut faire 3 constats principaux ce soir, au moins à ce stade de la soirée. Le premier, c'est évidemment cette croissance de l'extrême droite, dont on verra si elle se confirme dans les autres États qu'on a encore à dépouiller, je pense à l'Italie notamment. Le deuxième point, c'est la chute des Verts qu'on voit assez clairement en France et en Allemagne. En fait, en France et en Allemagne, c'est très intéressant parce que c'est la moitié des députés Verts dans la dernière législature. Et puis cette moitié, c'est 34 sièges. Selon les sondages qu'on a, ils deviennent 17 sièges, donc la moitié. Donc vraiment, on divise par 2 le nombre de sièges des Verts allemands et français ensemble. Et puis le troisième élément, c'est a priori, mais ça se confirmera peut-être ou pas, la montée en puissance du Parti populaire européen face au centre-gauche, plutôt parce que ses alliés potentiels, y compris sur leur droite, sont en train de s'accroître. Merci beaucoup. En tout cas, il est bientôt 20h30. Je tiens à vous rappeler qu'à 22h45, nous reprendrons l'antenne pour justement aller un peu plus en profondeur, c'est-à-dire à analyser un petit peu, une fois quand on aura plus de résultats, à analyser un peu les conséquences de ce nouveau Parlement et des différentes évolutions et évolutions de sièges. Donc, cette émission touche à sa première fin, j'ai envie de dire. 24 des 27 États membres ont terminé de voter. Les résultats seront consultable sur notre plateforme, mais aussi sur la plateforme du Parlement, qui est d'ailleurs celui qui nous fournit les chiffres tout au long de cette soirée électorale. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et à regarder les résultats des pays qui vous intéressent. On ne va pas rappeler les faits puisqu'on vient de le faire à l'instant. Je vous passe la parole, Nazan. Tout à fait. Merci Marie. Merci Marie. Je n'ai plus qu'à vous dire que le suspense reste entier. Beaucoup de questions sont encore ouvertes. Le dernier bureau de vote ferme à 23h en Italie. Nous reviendrons donc à partir de 22h45 avec les projections et la composition actualisée du nouveau Parlement, ou plutôt avec la toute première projection du nouveau Parlement européen et de son nouveau visage. Comment le rapport de force politique va-t-il évoluer? C'est ce que nous allons voir, et j'aimerais remercier tous les invités sur le plateau ainsi que nos correspondants. Et tout à l'heure, Marie et moi continuerons de vous informer sur l'avenir de l'Europe et son rôle dans le monde et les enjeux internationaux. Merci à tous.